Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient une fois de plus en capé, bien qu'il n'y ait pas spécialement de cap cette fois. En décembre dernier, nous avions parlé de Superman dans Superman écrase le clan. La semaine dernière, vous avez pu entendre Karl et moi-même vous parler de Batman White Knight, mais il manquait peut-être un héros à la divine trilogie, la divine trinité, je devrais même dire, de DC, Wonder Woman. Et c'est le cas car nous allons aujourd'hui parler de Wonder Woman 1984. Et pour en parler, j'ai à côté de moi une brochette, un petit trio de chroniqueurs triés sur le volet. J'ai envie de dire déjà, Ariane, comment ça va Ariane ? Eh ben ça va très bien. Ah, tu es content de parler de Wonder Woman 1984 ? Je suis contente d'en parler. Le reste on verra, j'ai envie de dire. Très bien. On a aussi Karl, comment ça va Karl ? Eh ben ça va, j'aime bien Wonder Woman. J'ai envie de dire, t'aimes les comics de toute façon, ça on peut le dire, clairement. Dans toutes les émissions comics, on a peut-être compris qu'une de ses spécificités, c'était peut-être le comics. Oui, c'est ça, j'aime bien quand il n'y a pas trop de mots en fait. Et surtout, on a à la critique aujourd'hui, Océane. Comment ça va Océane ? Eh bien écoute, je suis d'humeur très féline aujourd'hui, c'est marrant ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors je pense que t'as dit féminine, mais j'ai entendu féline. Alors je oui, sais pas j'ai si dit féline. Alors féline. c'était féline, en rapport avec Cheetah. Eh ben c'est super, ça commence très bien. J'ai envie de vous dire qu'avant qu'on commence la critique, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos différents réseaux, à savoir discuter avec nous sur notre Discord, nous retrouver, suivre l'actualité sur Twitter, et réécouter et écouter toutes les émissions passées, présentes et à venir sur YouTube, et avec notre partenaire Micro Stockholm. Ben, j'ai envie de vous dire, on est parti, c'est la critique, c'est le jingle, c'est maintenant. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Océane, on revient donc à Wonder Woman 84, la suite du film Wonder Woman, 4 ans après donc le film solo, et après la version Whedon et après la version Snyder de la Justice League, cette fois-ci la déesse de la paix, elle est de retour sur les écrans français, alors pas les écrans qu'on aurait voulu avoir je pense, mais des écrans français tout de même. Est-ce que tu peux nous rappeler toute la genèse de Wonder Woman 84 justement ? Eh bien effectivement, c'est une suite très attendue au premier film de Patty Jenkins qui a mis beaucoup de temps à nous arriver, entre les reports de sortie à cause du Covid, mais pas que, puisqu'il y avait déjà eu auparavant des projections tests désastreuses, et puis on a pas mal de questionnements autour du personnage et de la timeline indiquée dans les autres films où elle apparaît, et là je pense notamment à Batman vs Superman entre autres, donc il y avait de quoi se poser des questions sur le retour de Diana Prince au cinéma, et ce malgré un casting quasiment identique au premier, que ce soit sur Terre ou sur Themyscira. Donc Wonder Woman 84 aura été malgré lui un emblème cinglant des nouvelles stratégies des studios pour s'adapter à la crise du Covid, puisque le film donc est sorti le 25 décembre, sauf que Warner a en effet décidé de le sortir au cinéma dans les pays et états où les salles étaient ouvertes, et aussi de le sortir simultanément pendant un mois sur HBO Max, inaugurant un nouveau modèle hybride décrié jusque dans ses rangs de réalisateurs et de réalisatrices. Donc on se souvient notamment de Denis Villeneuve qui avait signé une petite tribune pas piquée des hannetons où il disait qu'en gros c'était un manque de respect envers lui, envers ses équipes, notamment pour Dune. On se souvient aussi de Christopher Nolan qui avait un petit peu pété son câble. Ou même de donc, James Bond. Et de James Bond, c'est plutôt James Gunn. Enfin, oui, mais il refuse quand même pour James Bond de le sortir en salle, enfin de le sortir autrement Exactement. qu'en salle. Exactement. Après, James Bond, c'est universel, donc je pense que la stratégie est un peu différente, même s'ils avaient sorti Trolls et notamment Emma directement en VOD. Effectivement. Donc, fermeture des salles oblige, la France n'aura pas la chance du grand écran, et c'est donc sur vos téléviseurs cathodiques que vous pourrez suivre les aventures de Wonder Woman, plongée donc dans l'année 1984. Donc on rappelle brièvement le pitch du film. Diana Prince vit désormais à Washington, elle travaille au Smithsonian. Steve Trevor lui manque toujours, même s'il est mort depuis 70 ans. Et elle évite de se montrer en armure en public, mais évidemment cette vie simple et solitaire est bouleversée par les deux seuls nouveaux personnages du film, à savoir Barbara Minerva et Maxwell Lord. Bon, alors on a dit, le film il s'appelle Wonder Woman 84, l'action, tu viens de le dire, se déroule en 1984, pour l'instant ça va, j'arrive à connecter mes deux neurones pour voir le rapport, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec ce que disait Diana sur son retrait du monde humain dans les films de Zack Snyder, parce que c'est vrai qu'elle disait qu'elle en avait un peu marre des humains.
C'est ça, mais bon, soyons honnêtes, Cédric, la cohérence ne semble pas faire partie du vocabulaire de Warner en ce qui concerne Diana. Parce que pour un Snyder qui voulait montrer une Diana guerrière qui pose fièrement avec des têtes coupées de soldats et qui la montre explicitement en train de tuer des hommes devant des enfants, comme on l'a vu d'ailleurs dans le Snyder Cut, Patty Jenkins préfère une approche plus kids-friendly, davantage inspiratrice de bonté et de naïveté plutôt que de soif sanguinaire. Et je vais être honnête, je fais plutôt partie de la team Jenkins sur ce coup-là, mais en tout cas, il est évident que Diana a été tiraillée entre deux réalisateurs aux idées très opposées sur le personnage. Donc certains trouveront que ça enrichit un petit peu sa personnalité, d'autres que cela nuit au message global qu'elle veut renvoyer, et je suis d'accord avec cette dernière idée, même si en l'état les idées de Jenkins sur le personnage la rendent quand même très limitée dans ce qu'elle peut faire. Bon. Alors tu parles d'idées limitées, je pense que tu fais référence entre autres au personnage que tu viens de citer plus tôt, celui de Steve Trevor, qui était déjà présent dans le premier, qui revient dans cette suite alors que, spoiler désolé si vous n'avez pas vu le premier film, il était mort dans le premier opus, donc what the fuck, comme disent nos amis japonais. Eh bien effectivement, what the fuck, mais après tout, à qui d'autre faire référence dans l'univers de Wonder Woman au cinéma, parce que chaque film qui se déroule chronologiquement après la Première Guerre mondiale a un minimum de référence à Steve, comme dans le Justice League où a dit « Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui aimait les avions ». Extrêmement subtil. Et ce qui pourrait passer pour une histoire d'amour tragique devient réducteur pour le personnage de Diana, comme si son histoire à elle devenait ironiquement codépendante de la présence de Trevor, et aussi et surtout de Chris Pine dans le rôle. Et d'ailleurs, Gal Gadot semble portée par l'interprétation de son camarade, et c'est tant mieux parce que le reste de sa performance dans 1984, ça reste quand même très fade, très avare en émotions, elle dégage pas grand chose, et c'est quand même bien dommage pour un film où l'enjeu reste l'acceptation d'un deuil, ce qui est la vérité la plus terrible à accepter, et après l'année qu'on vient de vivre, ça aurait eu une portée tout autre si seulement une bonne actrice avait porté le projet. Bon, alors, on va pas compter sur le personnage de Diana et le jeu de Gal Gadot, de ce que j'ai compris, peut-être un peu plus sur le jeu de Chris Pine à la limite, mais encore quoique. Et donc, il reste pas grand-chose, peut-être à part la mise en scène. Donc Patty Jenkins est revenue à la réalisation sur cet opus-là. Elle est désormais la seule porteuse de la vision du personnage chez Warner, ça veut dire ? Bah, c'est un peu ça, oui, parce que maintenant on se doute qu'a priori, sauf si 2-3 fans un petit peu excités veulent le restore the Snyderverse, ça reste quand même Patty Jenkins qui va réaliser le 3e opus. Mais pour revenir à 84, ça partait quand même très bien avec l'introduction de Diana enfant sur Themyscira, avec une sorte de Jeux Olympiques des Amazones et une sorte de grand parcours sur toute l'île qui est plutôt sympa. Les couleurs sont très jolies, la musique de Hans Zimmer est très engageante et il y a de très bons thèmes dans le film. Et ensuite, patatras, tout s'effondre progressivement au fur et à mesure du film qui dure quand même 2h30. Et 2h30 mal réalisées, sans rythme, sans plan iconique digne de ce nom, alors qu'on parle quand même de Wonder Woman, ça fait long. On se souvient notamment de la séquence du No Man's Land dans le premier film qui avait réussi quand même à marquer un peu les esprits, et ben ici il n'y a rien de ce niveau-là. Qui plus est, le film se permet des raccourcis politiques qui ont de quoi se faire lever un sourcil ou deux, et le film se prétend féministe là où il enchaîne des séquences douteuses, notamment de catcalling. Et enfin, parmi les pires idées du film, c'est de faire de Barbara Minerva une ennemie de Diana pour la raison incroyable qui est qu'elle veut être aussi sexy, belle et forte que Wonder Woman. Nous sommes en 2001 et honnêtement, voir deux femmes être mises en compétition sur des critères aussi superficiels, ça a de quoi faire enrager, surtout quand on manque de modèles dans les productions mainstream. Alors j'ai envie de dire qu'au moins il y a le personnage de Maxwell Lord qui est joué par Pedro Pascal avec une coupe très bizarre, une tronche très chelou, mais il repousse tellement les limites du what the fuck qui devient amusant à suivre, surtout dans le dernier acte où ça vire au grand guignolesque, c'est plutôt marrant. Et surtout, dans le personnage de Maxwell Lord, il a une volonté d'exaucer les souhaits du monde entier qui rappelle la démagogie de plusieurs têtes connues et notamment hommes politiques. Et c'est vrai que le film devait sortir durant l'ère Trump de base et c'est pas difficile de comprendre les différentes connexions entre les deux personnages. Et il pose une question intéressante. Si vous deviez exaucer un souhait, un seul, lequel serait-il ? Est-ce que ce serait juste pour vous, à titre individuel, ou est-ce que ce serait peut-être plus pour le bien commun ? Moi, par exemple, si j'avais un souhait à réaliser, ce serait que le Covid disparaisse. Mais pour certains personnages de films, visiblement, c'est que ils veulent que les gens meurent. Donc voilà, j'ai envie de dire que au niveau où on en est, honnêtement, c'est vraiment un scénario hyper chaotique. Moi, je demanderais de pouvoir voler. Comme ça, je m'enverrai loin de toute cette histoire qui sent de moins en moins bon. Du coup, il n'y a pas grand-chose à sauver. Est-ce que dans ce que j'entends, le vœu de ce film n'aurait pas été exaucé cette fois ?
Bah c'est ça, moi je souhaitais un bon film et bah mon vœu n'a même pas été exaucé. Et j'en suis la première déçue parce que, comme je le disais auparavant, on a vraiment besoin de plus d'héroïnes avec des valeurs solides et pas datées du siècle dernier pour permettre aux mentalités d'avancer. C'est pas parce que le film se déroule en 84 que la mentalité doit sortir de 84. Le film n'apporte aucune eau au moulin si c'est une casquette de clichés, d'invraisemblance, à peine sauvée par une morale de fin dure à entendre mais pourtant nécessaire. Et surtout voir un script aussi paresseux et qui exploite si peu l'époque des années 80, qui est pourtant ces dernières années le pain béni de plusieurs œuvres de pop culture qui ont eu un énorme succès. Je pense notamment à Stranger Things ou même ça, l'adaptation de Stephen King. Loin d'une immersion comme dans le premier film, ici on se contente de look parfois approximative. Donc, c'est plutôt marrante de relooking pour Steve Trevor avec sa banane. Et même le contexte géopolitique du film, au final, il n'est pas hyper exploité, si ce n'est lors de sa séquence au Moyen-Orient qui est d'une gênance absolue. Les quelques moments de grâce distillés par Patty Jenkins dans le premier film sont ici aux abonnés absents, et même la présence de l'armure dorée, longtemps teasée, n'a au final aucune utilité concrète scénaristique, si ce n'est vendre plus de jouets. Donc au moins elle est jolie, mais c'est à peu près la seule chose à retenir de cet arc avec cette armure. Donc pour conclure, on va espérer que le troisième opus de ces aventures solo aura le mérite de définitivement mettre Steve Trevor de côté. Ça y est, c'est fini, il est mort, il est remords, on n'en parle plus. Il faut enfin trouver un Némésis à la hauteur des pouvoirs de Diana et surtout faire une meilleure utilisation des pouvoirs de Diana qui ici sortent un peu d'ici ou de là de manière extrêmement aléatoire, et je pense notamment à l'Invisible Jet. L'avion c'était invisible, un scandale absolu. le jet Voilà, invisible. D'accord. le jet invisible qui est la pire séquence du film selon moi, et pourtant il y en a quand même pas mal, malheureusement. Donc on ne verra pas Diana dans les toilettes invisibles du jet invisible. Nous sommes tous déçus. Non. Ah bon? Merci à toi, Océane. Je tiens à préciser aux auditeurs qu'à partir de maintenant, la critique de mes autres camarades, notre petit tour de table, va devenir spoiler-free. Donc potentiellement, des spoils majeurs peuvent popper ici et là. Vous êtes prévenus, il y en a déjà eu un ou deux dans la critique, mais en vrai, elle a été plutôt gentille, Océane, de ce que j'ai compris. Je vais me tourner vers mes camarades et on va commencer par le plus féminine d'entre toutes, c'est Karl. Karl, Merci. Je l'ai tellement est-ce vu. que ta féminité a glow up grâce à ce film ou pas du tout? Les moments où j'étais réveillé, pas vraiment. J'ai vu le film en 2 moitiés, à peu près. La première moitié qui essaye de repomper les films familiaux des années 80, avec Diana qui travaille maintenant dans un musée où elle est archéologue, et qui rencontre Kristen Wiig, avec des scènes de comparaison entre les deux qui sont, comme le disait Océane, extrêmement gênantes. Puis intervient Pedro Pascal en Maxwell Lord, qui, lui, il a l'air de s'éclater. Je sais pas s'il en a quelque chose à foutre d'être là, mais il a l'air de s'amuser. Donc, tant mieux pour lui. Et en fait, c'est assez statique, chacun a son histoire un peu de son côté. Diana est en deuil, Kristen Wiig est envieuse, et Maxwell Lord veut du pouvoir, et ne pas être un loser. Et à partir de la deuxième moitié, là, on rentre dans un film, à partir du moment où on arrive au Moyen-Orient, on rentre dans un film qui se veut un peu plus aventure, super-héros, et où là ça bouge un petit peu, mais la première moitié est un tel sabotage de toute la bonne volonté qu'il aurait pu avoir, alors que moi j'avais bien aimé le premier film, c'est probablement le film du DCU que j'aime le plus. Il n'y a plus rien pour cette deuxième moitié qui, bon, a aussi plein de défauts. Le combat final n'est absolument pas mémorable parce que, encore une fois, comme disait Océane, il n'y a pas d'iconisation. À aucun moment Wonder Woman est classe, à aucun moment on est impressionné par une de ses actions. Alors oui, ok, elle arrête les balles vite, mais en soi, Flash, Superman et Green Lantern aussi. Je vois pas vraiment ce que ce film m'a apporté sur Wonder Woman, puisque le thème de la vérité était déjà une grosse partie du premier film, et que ce deuil sur Chris Pine, il y a un moment où on se dit, ça fait 70 ans, ouais c'est triste, mais bon, get over it, girl. Oui, très bien. Mais j'ai envie de te dire, 70 ans pour elle, c'est comme 1 minute pour nous, quoi. C'est très récent. Écoute, elle a 3000 ou 5000 ans, il me semble, de mémoire dans le récit. Donc bon. Ariane, est-ce que 5000 ans? Ah bah, à peine une milf, super. Ils le disent dans le Snyder Cut, je crois.
Oui, il me semble que c'était 5000, mais je t'avoue que le Snyder Cut commence à partir de ma mémoire comme de celle de tout le monde, parce que voilà. Ariane, est-ce que toi, tu vas être un peu plus gentille envers ce film qui a l'air de commencer... c'est-à-dire que Océane a commencé à lui tirer dessus, et donc il n'y a plus de pare-brise. Là, Carl vient de crever les pneus. Bon, est-ce que tu viens avec le bidon d'essence pour foutre le feu à l'ambulance ou pas du tout? J'ai même le briquet dans la poche arrière de mon jean. Merde. Non, oh non. Moi, je suis comme Carl, j'avais bien aimé le premier film. J'attendais celui-ci, j'irais peut-être pas jusqu'à dire de l'impatience, mais avec au moins de la curiosité. En plus, j'aime bien Chris Pine, donc faites-moi un procès, mais... Moi, j'aime bien aussi, je te défends. Très bien, merci Cédric, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais du coup, ouais, j'attendais un peu ce film-là, et effectivement, j'ai été très déçue. Non seulement il est très en dessous du premier, mais surtout, il est extraordinairement long. Et je dis pas juste ça parce qu'il dure 2h30, il en semble au moins 2 fois plus. Notamment, comme l'a dit Carl, la première partie du film, qui est interminable. Et qui est interminable notamment parce que, comme l'ont un peu dit Carl et Océane, le scénario est faiblard, on n'a pas de vrais méchants, donc on décide qu'on va faire un peu cette idée un petit peu cliché d'une super-héroïne qui va perdre ses pouvoirs. Normal, en fait, elle est face à des humains, donc elle a plus de grands méchants dieux à affronter. Ils font une Spider-Man 2, en fait, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire, là. Ouais. Non, c'était bien Spider-Man 2. Oui, voilà, ils font une Spider-Man 2, mais en pas très quali, avec du coup cette héroïne qui doit choisir entre l'amour et ses pouvoirs, qui est une thématique importante du film, mais comme l'a dit Carl, ça marche bof, effectivement, parce que ce pauvre Steve Trevor, il est mort depuis 70 ans, et on a un peu un avant-goût dans la première partie de Jamais sans mon cum. Donc c'est un peu cringe et on dirait un titre de R&B, hein, Jamais sans mon cum. C'est le nouvel album de Diams, mais c'est Diana, je crois, son nom, mais c'est pas grave, vas-y. mais admettons, j'ai envie de dire, bon, chacun son deuil, pourquoi pas, effectivement, elle a 5000 ans, donc peut-être 70 ans, c'est hier. Sauf que après il revient et c'est encore pire. C'est-à-dire encore pire, c'est-à-dire que c'est encore pire le deuil, parce qu'il est devant elle et elle est endeuillée encore plus. Non, mais alors déjà, il revient dans le corps d'un autre mec, donc déjà on va peut-être passer les questions de consentement, mais bon, c'est un peu limite, mais surtout, alors là, gros spoiler, je suis désolée, mais il meurt. Et en fait, déjà on nous a fait le coup dans le premier film, on l'a déjà eu, tu vois, il est déjà mort, ok, bon voilà, mais en plus, il est obligé de se resacrifier pour que elle gagne à la fin. Ouais. Et... Je vais vous poser la question de manière vraiment innocente parce que j'ai pas vu le film. Est-ce que l'idée derrière ça, elle peut être ratée, l'idée, attention, hein, moi je vous pose juste la question sur le concept de l'idée. L'idée derrière ça, c'est pas que dans le premier film, elle a pas pu faire son deuil justement parce que il est parti, elle lui a dit un truc qu'il entendait pas, elle avait les oreilles pétées et tout pendant son combat contre Ares. Est-ce que l'idée, c'est pas qu'elle puisse lui faire proprement un adieu? Et c'est pour ça qu'il remeurt à la fin de celui-là, pour qu'elle passe enfin à autre chose. Oh, ça fait partie du délire de la scène, mais franchement, c'est si long à venir. Dès qu'il arrive, c'est évident, parce qu'on sait qu'il est mort, et en gros, il est revenu parce que y a eu un souhait par la pierre magique de mon cul, et que, du coup... Bienvenue dans Aladdin. Exactement. Et que, du coup, en fait... Dans Aladdin, on n'a pas le droit de ressusciter les morts, hein, c'est une des règles. Mais il se réincarne dans le corps d'un autre gars. Ouais. Et donc, ce gars-là n'est plus dans son propre corps, donc quand Wonder Woman couche avec lui, il y a des sirènes de police qui s'allument, non, mais ça devrait. Et en fait, c'est évident qu'il va devoir se resacrifier à la fin. Donc nous, on ne fait que attendre, et on voit que Diana, qui, dans cette idée qu'elle ne fait pas son deuil, ne fait que repousser cette échéance. Il y a plusieurs moments où elle pourrait mettre fin à tout ça, et où elle dit non, il y a sûrement un autre moyen, parce qu'elle veut le garder, mais même elle a pas un comportement très héroïque. Enfin, on parlait de Spider-Man 2, il y a aussi cet égoïsme dans Spider-Man 2, mais... Oui, ce que j'allais dire, voilà, il y a quand même le truc que les héros sont des humains et qu'ils peuvent avoir une part de noirceur ou d'égoïsme entre eux. Ça me semble pas déconnant, en fait, quand je vous entends en parler. Après, ça peut être très mal réalisé, hein, mais sur le papier, l'idée me semble pas horrible. Moi, ce qui me dérange, c'est surtout l'idée qu'en fait, elle est pas vraiment complète sans son mec. Elle est toute la première partie du film, elle est hyper triste et hyper solitaire, et elle a une vie un peu nulle, alors qu'en fait, globalement, elle a un peu tout quand même. Et ensuite, c'est encore pire dans le sens où la victoire ne peut, une fois de plus, même coup que le premier film, passer que par le sacrifice de Steve Trevor. Ouais.
Océane, est-ce que tu veux un beugner un peu plus la voiture là, parce que bon, il reste plus grand-chose. Hein. Je vois un peu de plaques d'immatriculation qui restent, mais pas sûr. Je vais beugner la bagnole, comme on dit. Mais non, je trouve que ça va vraiment à l'encontre de tout ce que dit Patty Jenkins sur sa vision de Wonder Woman. D'ailleurs, il faut savoir que à la base, c'était un peu teasé, je me ramène encore à la Snyder Cut, mais à la base, en fait, on teasait que les habitantes les Amazones de Themyscira, en fait, elles avaient été réduites en esclavage et qu'elles avaient subi toutes des viols. Et en fait, c'est une vision qui avait été proposée par certains producteurs chez Warner. Et en fait, Patty Jenkins avait dit, bah non, moi je veux pas qu'on ait d'emblée un peuple de femmes victimes. Je trouve que l'image qui serait renvoyée serait pas ouf. Et comment tu peux dire ça et ensuite avoir un plot pareil dans ton film Wonder Woman 84 ? Je trouve que c'est d'une incohérence totale. Et en soi, je trouve que c'est assez scandaleux. Le fait que justement, c'est comme une héroïne très humaine, très égoïste, elle vit des choses très humaines, mais en soi, le fait qu'elle ait ses pouvoirs ou non, au final, si ce n'est pour dire, bah en fait, effectivement, comme le disait Ariane, je peux pas avoir mes pouvoirs et l'amour, je trouve que c'est un message hyper déprimant, quoi. On dirait La La Land chez les super-héros où tu peux pas avoir ton amour et ton taf à un moment donné. Je déteste vraiment cette vision hyper binaire des choses et hyper pessimiste, parce que certes parfois ça se produit dans la vie, que parfois tu n'as pas forcément le travail et l'amour en même temps, mais je trouve que c'est hyper pessimiste dans un film pareil qui est censé donner envie aux petites filles d'être Wonder Woman, d'être forte et de s'épanouir dans ce que tu veux faire. Je trouve que c'est un très mauvais message qui est renvoyé et que idéologiquement ça pue vraiment, quoi. Je vais vous poser une question quand même par rapport à ce que vous me dites là. Parce que depuis tout à l'heure, vous me dites pour un film féministe, pour un film qui se veut être un modèle pour les femmes. Et c'est une vraie question très sincère. Imaginez, parce que ce genre de scénario, en fait, si ça avait été par exemple le personnage d'Iron Man, en fait, qui est quand même assez amoral par maman, qui a déjà fait des vieux coups de Trafalgar et des vieux coups de péripatéticienne, pour rester poli, dans les films, ça choque moins. Et c'est par le fait que c'est elle que ça soit choquant. Est-ce que c'est pas, mais vraiment, c'est une vraie question, vous pouvez me dire non, pas du tout. Est-ce que c'est pas en soi une forme de féminisme aussi d'accepter le fait que Wonder Woman peut avoir les mêmes défauts que les hommes, même les super-héros masculins en fait. Le fait d'avoir un comportement amoral, de mal se comporter, de faire des bad moves, est-ce que ça n'a pas aussi une forme d'équité ? Bah en fait ça aurait pu être une forme d'équité si ça avait été bien écrit. Et le fait que ça ne soit pas bien écrit, je trouve, ruine toute la chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des éléments hyper intéressants d'acceptation du deuil et tout ça. Elle vit des choses assez similaires à ce que vivent ses compères masculins qui ont tous vécu des phases de deuil. Il y a littéralement un comics de Batman qui s'appelle Un deuil dans la famille. Donc je pense que tu peux pas faire plus limpide que ça. Je sais que toi comme moi, on est très fan de Spider-Man, et un des trucs les plus intéressants de Spider-Man, c'est que c'est un personnage qui est tout le temps incomplet. C'est un personnage qui ne peut jamais avoir vraiment complètement ce qu'il veut. Et quand il est un peu heureux, il est malheureux en amour. Quand il arrive à être heureux en amour, il perd ses pouvoirs. Enfin, c'est un personnage qui ne peut jamais tout obtenir, et c'est pour ça qu'il est aussi attachant, le personnage. Donc, en vrai, sur le papier, peut-être que l'idée était là, non ? Mais pour ça, il y a aussi la différence de traitement entre les persos de DC et Marvel, qui est sûrement prise en compte par les producteurs à un certain niveau. Tu veux dire le traitement tel qu'il est imaginé de les dieux parmi les hommes parmi les dieux, ou c'est ça que Spider-Man, c'est le gamin lambda qui va avoir des problèmes à payer sa voiture, à payer les médicaments de sa tante, à trouver une copine. Alors que les Wonder Woman, les Superman, tu vois, tu demandais est-ce que ça marcherait avec Iron Man ? Ça pourrait plus marcher, mais ça marcherait pas avec Superman. Parce que lui aussi est censé être un plus haut standard dans la mythologie des personnages. Ah bien sûr, mais même chez Snyder, le personnage de Superman, il a eu des bad moves en fait, en vrai. Même dans Justice League, il se comporte un peu comme un con par moment, et il y a toujours cette question qui est sous-tendue chez Snyder, à laquelle il ne répond jamais, le bien supposé de ses pouvoirs, dans le sens Superman quand même peut faire un peu ce qu'il veut, il a l'air d'en avoir rien à foutre qu'on soit pas d'accord avec ses actions. De ce point de vue-là, il n'est pas un très bon modèle à montrer aux enfants. Pourtant, c'est quand même le modèle que présente Warner depuis maintenant 2012 avec Man of Steel. 2013. Donc, ouais, justement, oui. Avec Superman, en termes de posture du héros et d'iconisation, etc., il y a des choses qui ont été réussies, notamment dans Man of Steel, qui sont un échec là pour Wonder Woman, alors que c'est des personnages qui, je trouve, sont globalement similaires en termes de mythologie et de position un peu divine, etc. Mais j'ai envie de revenir aussi à vous, et là c'est une autre question. Moi je me rappelle bien du premier Wonder Woman, je l'aime bien entre nous. Je trouve qu'il est pas incroyable, mais je trouve qu'il essaye de créer un personnage, il essaye de créer une histoire, mais il est pas très bien réalisé, quoi.
Et est-ce que c'est pas le défaut, peut-être, que Patty Jenkins n'est peut-être pas une très bonne réalisatrice ? C'est pas juste un problème de réalisation, il y a un gros problème d'écriture dans ce Elle est co-scénariste film. aussi, Alors, donc je prenais l'ensemble, mais vas-y, oui. Ouais, il y a un gros problème d'écriture déjà. On a dit que le scénario était faiblard, que le film était long, etc. Les personnages sont vraiment pas ouf. Ils sont très caricaturaux et clichés. La fin du film, moi, je l'ai pas... Enfin, spoiler de plus, j'ai trouvé que la rédemption de Maxwell Lord, elle était aussi hyper cliché. Tout le personnage... Alors, bien sûr, Pedro Pascal s'éclate, mais le personnage est une caricature, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui marche en termes de scénario. Il y a quelques scènes par-ci par-là à sauver, mais on a un vrai problème d'écriture dans ce film. Vers la fin, on a un flashback avec un pitch de Wonder Woman qui dit bah non, tu peux pas faire ceci, cela, en parallèle avec ce qui s'est passé pour Maxwell Lord. Et j'ai trouvé que c'était le seul moment un peu touchant du film parce que c'est peut-être déjà parce qu'il n'y a pas Wonder Woman et c'est bête à dire, mais dès lors qu'elle est sur les écrans, je trouve qu'il n'y a rien qui se dégage comme émotion. Et surtout, c'est là qu'on voit aussi à quel point l'American Dream de cette époque-là, parce que c'est dans les années 80, donc on sait le mythe du self-made man et tout ça. Et je trouve que c'est un des rares moments où le film arrive un peu à effleurer quelque chose de cette époque. Mais ça dure 20 secondes et c'est une série de flashbacks très très rapides, quoi. Mais je trouve que c'est au bout de quasiment 2h20 de film que tu découvres un peu qui est vraiment Max Lord, que tu te dis, si vous aviez mis ça au début, peut-être que je me serais intéressée au personnage. Et le fait est que ça arrive à la fin pour justifier ce qui se passe dans le film et du coup c'est beaucoup trop tard, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Océane. J'ai trouvé que justement, la motivation de ce personnage, en gros, c'est quand même on m'a volé ma danette à la cantine, quoi. Il s'est fait maltraiter par ses parents et tout ça aussi. C'est un peu plus dur. Elle était à la vanille. Ils en voulaient une au chocolat, le pauvre. Mais non, en fait, moi j'ai trouvé que c'était pas un très bon méchant. Pedro Pascal est cool parce que visiblement, comme l'a dit Karl, on sait pas trop s'il s'en fout d'être là ou pas. Visiblement, il se marre bien avec sa coupe de cheveux chelou. Il a ses petits délires mégalos. C'est Trump le mec, Océane l'a dit. Mais son personnage est mal écrit, quoi. On en revient un peu toujours au même problème. Ouais. Et juste un dernier point sur l'autre méchante du film quand même, Barbara Minerva, donc Cheetah. Au-delà de tout ce que j'ai dit dans ma critique, je trouve quand même que le début du film entre elle et Diana, c'est vraiment une romance lesbienne entre les deux. Et en fait, je trouve ça tellement dommage que le sous-texte soit pas assumé jusqu'au bout, parce que quand on voit la manière dont Barbara regarde Diana, t'as l'impression qu'elle regarde la 8e merveille du monde, quoi. Et je trouve que ces scènes sont hyper mignonnes, que ça aurait pu être un sous-texte super intéressant, même si je pense que évidemment le public du cinéma n'est pas prêt pour la Diana bisexuelle des comics. Mais je trouve qu'entre elles deux, c'est franchement, au début du film, j'étais en mode, je vous ship les meufs, mettez-vous ensemble et faites des bébés, quoi. Franchement, Steve Trevor, on s'en fout. Il y a ta Barbara, elle est toute mignonne, toute intelligente. Et le problème, c'est qu'ensuite, ça vire à une scène. Vous parlez un peu Karl tout à l'heure, où en gros, donc Barbara acquiert des pouvoirs parce qu'elle en a envie. Et le fait est qu'il y a une scène de catcalling où elle est sur le point de tuer un mec qui l'a harcelé dans la rue. Et je trouve que même cette scène, il y a quelque chose qui m'a profondément gênée aussi dans le discours sur la place de la femme et sur la manière dont, à chaque fois qu'on voit Diana à l'écran, il y a forcément un mec qui va lui dire « Hey mademoiselle, viens par là ». Pareil pour Barbara. C'est un film très oppressant à ce niveau-là et on pourrait croire que c'est un peu anecdotique et tout ça, mais au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu te dis c'est bon les gars, on a compris que c'était une époque où les mecs étaient des vieux pervs, maintenant qu'est-ce que vous allez faire ? Et visiblement selon Barbara, il faut être sur le point de tuer le mec qui te siffle dans la rue et je sais pas exactement ce que voulait dire Patty Jenkins avec ces scènes-là, je comprends pas, voilà. Moi, je suis d'accord avec Océane, j'ai eu le même ressenti de gêne, en fait. C'est hyper c'est ça, c'est que, qu'est-ce que je fais de ça ? Elle se fait appeler de tous les côtés, c'est pas bien, je suis au courant, je suis devant un film Wonder Woman.
D'accord, bon, écoutez, j'ai envie de dire, vous êtes unanime d'une certaine manière, c'est bien. Est-ce qu'on peut quand même peut-être se mettre un petit espoir pour un 3e film, ou vous avez abandonné définitivement tout espoir pour Diana Prince? Je lis les comics et ça me va très bien. Très bien. Et bah moi je dirais que effectivement faut lire les comics. Ensuite, ce que j'ai trouvé plutôt mignon, c'est le caméo de Linda Carter dans un certain rôle, donc restez jusqu'à la scène post-générique si vous en avez le courage. Et je me dis qu'une petite réunion entre les deux dans un 3e volet, ça pourrait être intéressant, et peut-être que l'armure dorée aurait enfin son sens, parce que là, elle en a strictement aucun dans Wonder Woman 84, où on t'explique que l'armure dorée a réussi à résister à l'assaut de milliers d'hommes, mais dès qu'une nana un petit peu féline qui a 2-3 pouvoirs et qui sait rugir se tape contre Wonder Woman, bah ses ailes elles sont cassées. Il va falloir se mettre d'accord sur la cohérence du personnage, parce que honnêtement c'est juste pas possible. Et à la limite, ce que je voudrais voir, c'est peut-être voir Wonder Woman avec d'autres personnages dans son 3e film, parce que on a vu avec le Snyder Cut qu'elle avait aussi des relations par-ci par-là avec d'autres personnages qui peuvent planter des graines intéressantes, non seulement pour elle, mais aussi pour d'autres personnages. Et ça me saoule aussi un petit peu de la voir toute seule encore dans son coin, parce que là, jusqu'à présent, elle n'a été entourée que de Steve, et du coup, il va falloir qu'elle ne soit plus seule pour le 3e, quoi, sinon ça va être déprimant. Ça, même Batman a plus de potes, quoi, c'est triste. Alors qu'il fait Mais quasiment rien du Snyder Cut. Ouais. Elle va apparaître dans une tuture, hein, et ouais, non. C'est problématique ça aussi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, dans un univers où Willem Dafoe chevauche un hippocampe, tout peut arriver. Mais merci à vous trois en tout cas pour cette super critique de Wonder Woman, dont vos avis étaient peut-être un peu moins... Ils étaient très explosifs, mais peut-être pas très positifs, mais en même temps j'ai envie de vous dire, on est là pour ça aussi. RIP la bagnole. Et vous Ils ont beugné la bagnole, ces salauds. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez envie de nous donner votre avis, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Discord pour en parler. Bien sûr, sur nos réseaux sociaux, dont Twitter, si vous avez aussi envie de nous répondre. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur YouTube, ainsi que sur Micro Stockholm. Nous avons des émissions qui arrivent. Et d'ailleurs, dès ce dimanche, nous avons notre émission Wonder Woman, où je retrouverai Karl et Océane, justement, pour parler d'un petit peu de tout ça, et peut-être parler d'autre chose que de ce film qui était un peu moribond, parce qu'il y a tellement de choses positives à dire sur le personnage que on va pas s'arrêter à ça quand même. Parler de tout ce qui est bien avec Wonder Woman. Non, ce serait très dommage. Bah Moi voilà. je reviens pas, j'ai démissionné. Allez. Non, toi t'as démissionné, bah, c'est pas grave, on te reverra bientôt en tout cas. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est fini pour cette fois-ci, et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.